enfin, en l'occurrence à l'intérieur de la sphère du ciel, de la voûte céleste pour nous, et puis vous allez la reprojeter sur une map monde du ciel pour voir la totalité du ciel sur une seule image. Et puis, comme il n'y a pas beaucoup de place au pôle, hein, si vous faites le tour du pôle, vous tournez sur vous-même, alors que si vous faites le tour à l'équateur, vous faites beaucoup de distance, eh bien, on a toujours cette projection qui rapetisse les pôles, les surfaces au pôle, et qui, au contraire, préserve de grandes surfaces au niveau de l'équateur. Donc, avec ce genre de projection, voici une image familière, c'est la Voie lactée en lumière visible, c'est-à-dire qu'il y a eu assez de fous sur Terre pour aller prendre des photos dans toutes les directions du ciel, avec des petits carrés de quelques degrés carrés chacun, et de mettre tout ensemble, et de reprojeter sur cette map monde, où vous avez très bien la Voie lactée, on voit le centre galactique qui est caché là, derrière les nuages de poussière. Quand je vous dis qu'il y a des effets d'opacité qui nous masquent, et que toute la lumière ne nous parvient pas, vous voyez les ombres chinoises ici, c'est la lumière des étoiles derrière qui n'arrive pas à passer jusqu'à nous parce qu'il y a des grands nuages proches de la Terre qui absorbent cette lumière. Et vous voyez les nuages de Magellan qui, eux, ne sont pas absorbés parce qu'on est en dehors du plan de la galaxie et la lumière nous parvient directement sans problème, ou à Andromède ici. Donc ce plan de la Voie lactée, qui est donc notre galaxie vue de l'intérieur, vous connaissez bien. Je vous attirais d'ailleurs l'attention vers ces nuages parce que vous allez les voir maintenant en rayon gamma en positif. C'est-à-dire que vous voyez en fausse couleur bien sûr, mais vous voyez l'intensité, plus c'est bleu, vert, jaune, rouge, blanc, plus c'est intense, plus c'est lumineux. Donc vous voyez que la première chose qui saute aux yeux des rayons gamma et qui représente 80% du signal qu'on reçoit, c'est la Voie lactée. Principalement. Ce ne sont pas les étoiles, ce sont les rayons cosmiques qui jouent dans le gaz interstellaire, dans les nuages de gaz interstellaire entre les étoiles. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Vous reconnaissez un petit copain ici qui s'appelle les nuages de Magellan. Andromède est sur la photo, mais vous ne pouvez pas la voir parce que c'est trop faible. Mais on reconnaît ici, c'est la grande nébuleuse d'Orion, Ophiuchus, les nuages du Taureau, les nuages de Céphée. Donc on reconnaît des nuages familiers, ces nuages où se forment les étoiles dans la banlieue du système solaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu, compris, et qui nous apporte beaucoup d'informations et beaucoup de questions sur la physique des rayons cosmiques. C'est le câble qui a un petit problème. Je vais essayer avec peut-être un autre micro. Oui, c'est les rayons cosmiques dans le câble. Il faut peut-être éteindre celui-là, il y a les sourcils. Il y a un bouton, s'il vous plaît, sur le micro lui-même. Ah oui. Oui, C'est vrai que... Est-ce qu'il marche? Sinon, celui-là. Tu t'imagines la Terre Mira, tu te regardes dans ça. Ouais, tu dois appuyer qui sont bien calmes, qui vont Voilà, petit intermède. Donc, ce qu'on voit ici en fausse couleur, ici vous avez 4 ans de données. Alors, il faut absolument être patient en rayon gamma parce qu'on reçoit les grains un par un et puis on les met dans la carte un par un. Donc ici, il a fallu 4 ans pour arriver à reproduire. Vous voyez qu'il y a des petits points noirs partout. Ça veut dire qu'il y a des endroits, des pixels dans le ciel où on n'a pas encore reçu de rayon gamma de cette région-là. Donc on est encore très très limité. Mais vous avez aussi, hors du plan de la galaxie, on les voit mieux dans le plan, vous voyez qu'il y a quand même des sources ici. Vous voyez beaucoup de points lumineux comme des étoiles en rayon gamma. Et en fait, la quasi-totalité, pas tous, mais la très grande majorité de tous ces points sont des grands trous noirs qui sont dans des galaxies extérieures, qui sont des noyaux actifs de galaxies. Je les mentionnerai un tout petit peu. Je vous ai dit que je ne parlerai pas de trous noirs, mais j'essaierai quand même à la fin de vous montrer un ou deux résultats qu'on a obtenus sur eux. Donc, par contre, le long du plan galactique, ici, vous avez des points lumineux, et ces points lumineux sont majoritairement des pulsars, c'est-à-dire des étoiles à neutrons, qui tournent très vite, sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Alors, la première des tâches qu'on a eu à faire à Saclay, notamment, c'est de détecter ces sources, c'est-à-dire que quand vous avez ici toute cette voie lactée très lumineuse qui est, comme je vous le disais, essentiellement de la lumière produite dans des nuages de gaz qui ne sont pas des trous noirs, qui ne sont pas des étoiles à neutrons, qui ne sont pas des objets exotiques qui intéressent un grand nombre d'astrophysiciens, il a fallu donc soustraire toute cette grande émission très lumineuse qui
comporte 80% du signal pour essayer d'extraire. Alors là, essayer de trouver les points sources ici, c'est facile. Mais quand vous êtes ici, vous avez une structure très importante dans la lumière des nuages en dessous, c'est une partie de plaisir qui est assez compliquée. Donc on y est arrivé pour l'instant. Donc on a fait ça sur 2 ans de données encore, on est un petit peu en retard par rapport aux données. Donc on a réussi ici à extraire quelque chose comme un peu moins que 2000 étoiles en rayon gamma. Je dis étoiles entre guillemets parce que, en fait, comme je vous le disais, une grosse partie, vous voyez toute cette partie-là du camembert, avec plus de 50-60% de ces objets sont des trous noirs supermassifs qui font des centaines de millions de masses solaires qui sont enfouis au cœur des galaxies actives. Et vous avez une petite portion d'objets galactiques, vous voyez tout ce qui est orangé ici ou un petit peu de bleu. On va revenir ensemble sur les pulsars, parce que c'est quand même une des grandes trouvailles. Il y a des petits trous noirs stellaires qui émettent aussi, il y en a un, Cygnus X3, et puis surtout des étoiles à neutrons. On a l'impression que le domaine d'énergie qu'explore Fermi est l'apanage soit des grands trous noirs extragalactiques, soit à l'intérieur de la galaxie des étoiles à neutrons. Elles adorent rayonner dans cette bande d'énergie. Et puis quelques explosions anciennes d'étoiles, c'est-à-dire quelques restes de supernovae sur lesquels je reviendrai. Au point de vue énergétique, c'est très différent. Je vous donnerai les chiffres, mais là on parle de 10 puissance 44 joules. Ici on va parler de 10 puissance 44 watts. C'est pas tout à fait la même chose. Ici, on va parler... Non, c'est très très différent. Par contre, tous rayonnent parce que ce sont tous des accélérateurs de particules et tous vont rayonner dans cette partie-là. Et ce que vous voyez peut-être, c'est qu'il y a quand même un cadran ici qui nous embête bien. C'est-à-dire qu'il y a près d'un quart des objets où on ne sait pas ce que c'est. Et ça n'est pas faute d'avoir essayé de trouver une contrepartie. On a évidemment, vous imaginez que dans chacune des boîtes dans le ciel où on sait qu'il y a un point lumineux en rayon gamma, on va se précipiter sur tous les catalogues de la création qui existent en astrophysique pour essayer de savoir s'il n'y a pas un objet qui est normalement capable d'émettre des rayons gamma. Alors du temps des télescopes précédents qui s'appelaient Egret, qui s'appelait Cosbe, c'était un jeu infernal sur lequel on a travaillé pendant des années avec un taux de réussite. Par exemple, il fallait 20 ans pour trouver une source, ce qu'elle pouvait bien être. Est-ce que vous m'entendez? Formidable. Attention aux oreilles, je vais bouger le câble. Je crois qu'il faut parler très près. Hein. Comme ça, vous entendez dans le fond? Oui. Merci, j'ai coupé le câble dangereux. Donc, on jouait à ça et c'était infernal avec ces années et années de travail pour trouver dans la direction s'il n'y avait pas quelque chose capable d'émettre en rayon gamma. La capacité de Fermi de localiser les sources est bien meilleure puisqu'on est capable de dire dans le ciel qu'une source est à quelques minutes d'arc près, savoir où elle est dans le ciel. Autrefois, on parlait de degrés, c'est-à-dire plusieurs fois la taille du soleil dans le ciel et savoir combien il y a d'étoiles. Pour vous donner l'ordre de grandeur, par degré carré dans le ciel, vous avez quelques milliers d'étoiles et quelques 10 000 galaxies. Vous cherchez laquelle est capable d'émettre en rayon gamma. Donc c'est un petit jeu qui peut vous occuper longtemps. Les ordinateurs font ça, mais quand même. Le fait qu'on passe avec un piqué d'image bien meilleur avec Fermi qu'avec les télescopes précédents a réduit beaucoup les tailles des boîtes dans lesquelles on sait que la source doit être, donc de chercher une contrepartie, mais vous voyez quand même qu'on a un quart des objets où on est incapable de dire ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, ni en radio, ni en infrarouge, ni en X, ni nulle part. C'est une boîte noire, il n'y a rien qui a l'air de vouloir dire qu'il y a un objet capable d'émettre en rayon gamma. Donc on a peut-être encore une petite part de surprise ici, ce sont probablement des étoiles à neutrons et des trous noirs, mais encore faut-il les découvrir ailleurs en camp de rayon gamma pour arriver à identifier leur nature. Donc on espère qu'il y aura des oiseaux rares dans ce petit 25% qui existe et qui résistent à toute identification à l'heure actuelle. Alors justement, quels sont les moyens d'accélérer ces particules qui peuvent produire les rayons gamma? Il n'y en a pas 36, il y en a que 3 pour l'instant connus en physique. Il y en a un qu'on connaît bien, on s'est fait assez mal tous en tombant, c'est gagner de l'énergie quand la gravitation vous aide, c'est-à-dire qu'elle vous donne l'énergie de tomber. Donc tout ce qui va tomber près d'un trou noir ou près d'un objet dense, étoile à neutrons ou trou noir,
vous allez gagner de l'énergie en faisant du ski pour descendre près de l'objet et être attiré par cette gravité intense. Le deuxième moyen, on le connaît aussi, c'est quand on faisait du vélo, avec une petite dynamo. C'est un aimant qui tourne, et cet aimant qui tournait vous fournit de l'électricité. Un aimant qui tourne dans la nature, ça existe, ça s'appelle une étoile à neutrons, on va revenir dessus. Et la troisième manière de gagner de l'énergie, qui est un petit peu plus subtile, c'est ici illustré, je ne sais pas pourquoi mon surfeur n'a pas voulu démarrer, mais illustré par un surfeur qui passe son temps à rentrer et sortir d'une onde de choc qui est la vague qui va se briser. Et à chaque fois, il va remonter, repasser pour gagner de l'énergie aux dépens de la vague et continuer d'avancer comme ça. L'équivalence, ce sont les explosions de supernovae, d'étoiles qui véhiculent devant elles des ondes de choc en comparaison desquelles les vagues sont des jouets. Donc on va revenir un petit peu sur ces trois principes et ce qu'on apprend grâce aux rayons gamma sur ces grands sujets. Vous voyez que ce qui nous intéresse principalement, c'est comment l'univers fait pour accélérer des particules à des énergies aussi extraordinaires. Parce que vous allez voir tout à l'heure qu'on atteint des énergies qui sont très très supérieures à ce que le LHC peut faire aujourd'hui, mais surtout à ce que n'importe quel futur LHC pourra faire. Donc c'est un moyen pour nous d'explorer comment on peut accélérer des particules avec des accélérateurs qu'on sera bien incapable de construire dans notre environnement, même avec la meilleure volonté qui soit. Donc, et les sous qui iraient avec. Alors la première chose dont je vous parlais, c'est la dynamo de vélo. Donc ici, ce sont des étoiles à neutrons. L'image que je vous présentais tout à l'heure, qui est maintenant en noir et blanc derrière, vous donnerait une fausse impression si on pouvait la filmer assez rapidement. Voilà l'impression que ça vous donnerait. Oui, je vais le remettre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ces objets qui clignotent. Alors ici, je les ai mis en superposition avec des ronds, des triangles, etc. Ça, ce sont des codes en fonction de la manière dont on les a découverts. Mais j'ai été obligé de ralentir le clignotement de ces objets pour qu'ils vous soient perceptibles. En fait, ces objets clignotent 20 à 30 fois plus vite que ce qui est envoyé sur l'écran en ce moment. Donc ce sont des étoiles qui pulsent, et des étoiles qui pulsent, ça s'appelle des pulsars en français et en anglais. Et ce sont des petites étoiles à neutrons. Vous voyez qu'on en voit partout, on en voit qui pulsent très 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 vite, on en voit qui sont plus calmes, et on en voit qui clignotent avec, essayez d'attraper celle-là par exemple, oui, un double battement. C'est pas un battement, tic-tac, c'est tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et vous pouvez prendre toutes les unes derrière les autres, il n'y en a pas deux qui ont la même signature. Donc c'est un peu comme les balises de marins, ou les phares de marine, à part que l'analogie est géométriquement fausse, mais c'est le même principe, chacun clignote avec une signature très caractéristique. Alors, il y en a qu'on connaissait bien, qui étaient des objets répertoriés comme des pulsars parce qu'ils avaient été détectés en radio principalement, donc on connaissait leur signature temporelle et on a été capable de prendre chacun de nos grains de lumière gamma et de dire, bon, bah, ils doivent arriver à tel moment, tel instant, tac, tac, et effectivement de retrouver les pulsations. Mais on a aussi un petit jeu très amusant qui est symbolisé ici par ce que la NASA s'est amusée à faire, qui est de prendre chacune des sources qu'on voit dans le ciel, qu'on ne connaît pas. On se dit, il y a peut-être un pulsar derrière, mais on ne connaît pas sa pulsation, donc on ne peut pas trouver le tic-tac a priori, et de chercher au hasard, c'est-à-dire qu'on met les photons, on les replie les uns derrière les autres, et puis on essaie de voir s'il y a une périodicité. Et si de temps en temps, bah, ça fait 0, de temps en temps ça fait 0, puis au bout d'un moment, de temps en temps, on tombe sur la bonne fréquence, et on voit apparaître, non pas quelque chose qui est comme ça, où vous voyez que le signal est plat, il est totalement continu, mais à un moment où on gagne, et c'est un jeu assez rare, vous voyez, on a deux belles pulsations, ça va faire tic-tac, et on a la période, etc. Ça a l'air idiot, mais replier comme ça les photons, il faut des gros ordinateurs pour faire ça, ça tourne en permanence, et grâce à ça, on est passé de 5 pulsars connus en rayon gamma, il y en a 2000 connus en radio à l'heure actuelle, mais il n'y en avait que 5 capables d'être détectés en rayon gamma, et on est passé à plus de 117, je crois que le chiffre en ce moment c'est 125, parce qu'il y en a encore un qui a été trouvé hier soir. Donc, et c'est un travail de fourmi, d'ailleurs je vous ai mis dans un coin ici le site, parce que le public nous aide, en prêtant les PC pendant qu'ils ne travaillent pas.
on pique la puce de calcul et on fait faire des calculs pour nous pendant ce temps-là, en envoyant quelques photons et en faisant des replias, et essai erreur, jusqu'à ce qu'on tombe sur les bonnes fréquences. Donc, il y a un grand nombre de gens qui nous aident dans le monde entier pour faire ces calculs. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a détecté, donc je vous disais à peu près 117 officiels, on doit être 125 pulsars maintenant. Qu'est-ce qu'on apprend? On en avait 2000 en radio, pourquoi en avoir 100 de plus en rayon gamma? C'est intéressant ou non? En fait, oui, c'est très important parce qu'on voit que déjà, on va détecter des objets très différents. Ça, on le savait aussi en radio, mais on va détecter à la fois des pulsars jeunes. Un pulsar jeune, c'est un pulsar qui est né il y a 3000 ans, ou 1000 ans, ou jusqu'à quelques 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans. Ou bien, et ceux-là ont en général des périodes de rotation relativement lentes. Relativement lentes, c'est quelques dizaines de tours par seconde. Vous imaginez le Soleil, vous le comprimez à l'intérieur de la ville de Paris, et vous faites tourner tout ça des dizaines de fois par seconde. C'est assez difficile. Je vous dis le chiffre, ça ne vous dit pas grand-chose. Si je demande à vos oreilles de calculer le chiffre, je vais mettre du son plus fort. Vous l'entendez derrière? Chaque tic-tac, c'est un tour d'étoile. C'est un vrai signal radio d'un vrai pulsar. Donc, je vais l'arrêter quand même. Donc, à chaque petit clic que vous avez entendu, une étoile entière a fait un tour sur elle-même. Quand même, prenez le Soleil. Hein. C'est même une fois et demie le Soleil en masse, c'est pas seulement une fois le Soleil. Donc, ça, ce sont les pulsars jeunes, qui ne tournent pas très vite. Les pulsars vieux, au contraire, vont tourner encore 10 fois plus vite, c'est-à-dire qu'ils vont faire des centaines de tours par seconde. Alors, comment ils ont pu se réactiver au point de tourner plus vite? Il faut donner de l'énergie, bien évidemment, pour arriver à accélérer la rotation. Et comment c'est arrivé? C'est parce que ces pulsars-là vivaient en couple et qu'ils ont gagné de l'énergie de rotation au dépens. Il y a quelque chose qui est en train de râler. Ah oui, c'est pas... Oui, alors c'est vraiment pas le moment. Lui est là. Voilà, elle revient. Donc, elle est allée gagner de l'énergie aux dépens de son compagnon. Vous voyez qu'ici, vous avez une étoile à neutrons qui était une étoile avant, une grande étoile massive, qui a explosé et dont le cœur a implosé et est devenu une étoile à neutrons. Et parce qu'elle avait un compagnon, elle a pu aspirer de la matière du compagnon. Cette matière arrive en spiralant sur l'étoile, et elle va agir comme une fronde petit à petit. Elle va venir déposer de l'énergie de rotation sur la petite étoile. Pas petite au sens de masse, mais petite au sens compact. Et elle va l'accélérer de plus en plus. Et ça se produit petit à petit, et par cannibalisme en quelque sorte, de l'atmosphère de son compagnon. Et ainsi, elle va pouvoir accélérer jusqu'à quelques centaines de tours par seconde. Dans les jeunes, ici, vous êtes à quelques dizaines de milliers d'années, centaines de milliers d'années. Dans les vieux, vous êtes à quelques milliards d'années. Ce sont des objets qu'on observe qui ont été très, très anciens, qui ont signalé la vie d'étoiles il y a dans un jeune univers. Et on peut les étudier aujourd'hui, et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on n'a pas de différence de comportement de dynamo. Du moment que vous faites tourner cette machine assez vite, qu'elle soit jeune ou qu'elle ait des milliards d'années d'âge, vous obtenez le même résultat, le même comportement. Donc ça nous conforte sur l'idée que ce qu'on observe, c'est bien lié à la rotation de l'objet et pas simplement à un phénomène qui serait lié à son environnement. Et pour vous secouer un petit peu aussi les idées, cet objet, alors pourquoi il fait une dynamo de vélo? Parce que quand il était sous forme d'étoile, il y avait un certain champ magnétique. Vous vous rappelez la belle boucle qu'on a vue tout à l'heure d'orage solaire qui est provoquée par le champ magnétique du Soleil. Bien, quand vous comprimez cet objet, tout ce Soleil, à l'intérieur d'une étoile à neutrons qui fait 10 km ou 20 km de taille, vous allez comprimer ce champ magnétique, il n'a pas le droit de s'en aller. Donc il va se retrouver comprimé, densifié à des degrés très importants, puisque le petit aimant ici de cette étoile à neutrons représente 100 millions de Tesla. 100 millions de Tesla. 10 000 Tesla, vous êtes mort.
Donc, je me suis amusée un jour à faire le calcul que mon pointeur, là, serait attrapé à la moitié de la distance Terre-Lune, il serait déjà attrapé par l'aimant de l'étoile à neutrons. Donc, si la gravité là-dessus, c'est 10 000 milliards de fois la gravité sur Terre. Donc, le moindre relief ne peut pas faire plus que quelques millimètres, parce que tout est tellement écrasé. Si je lâche mon pointeur encore une fois, j'ai l'équivalent d'une bombe atomique en lâchant mon pointeur de 1 mètre de haut. Donc il faut quand même voir quel est l'état extrême de la matière sur cette étoile à neutrons. Et donc ce champ magnétique qui est prisonnier, qui est un champ magnétique fossile de la vie antérieure de l'étoile, quand elle était complète et non pas comme étoile à neutrons, et qui s'est retrouvé emprisonné là-dedans, simplement il tourne. Et parce qu'il tourne, il fait la même chose que le dynamo de votre bicyclette, il fournit de l'énergie. Et donc ce que vous avez ici, c'est avec, je suis désolée, mais avec le changement de mon ordinateur qui voulait à tout prix brutalement me demander quelque chose, voilà. J'ai chanté une étape, que voilà. Donc vous avez ici l'inverse d'une étoile à neutrons pour mieux comprendre. Vous prenez une pile, un petit aimant, et si vous mettez un fil électrique qui va faire simplement un couple électrique entre le pôle nord et le pôle sud, vous allez faire tourner votre fil électrique. Et vous pouvez faire des bras de levier de vitesse en prenant l'électricité plus près de l'axe ou plus loin de l'axe. Mais ce que vous faites avec une étoile à neutrons, c'est le contraire. Au lieu de lui donner avoir de l'énergie et elle vous fournit un courant électrique qui tourne, nous on fait le contraire, c'est-à-dire que vous avez l'aimant qui tourne, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous fournir un courant électrique. Et ce courant électrique va être gigantesque, puisque ce courant électrique, vous voyez le chiffre,